Bonsoir. Bonsoir à chacun et chacune de vous. Vous me voyez très heureuse et honorée de vous accueillir ce soir aux facultés Loyola, ainsi qu'à distance, grâce au CFRT Jour du Seigneur qui assure la captation et la diffusion de ces 3 tables rondes. Nous leur en sommes très reconnaissants. Alors je voudrais d'abord remercier spécialement nos hôtes, les facultés Loyola, fondées par les jésuites, et en particulier M. Louis Lourme, le nouveau recteur depuis septembre, ainsi que le père Charmetan, doyen de la faculté de philosophie. Ces tables rondes sont l'aboutissement des travaux de toute une équipe et des réseaux des ONG du CCIC, qu'ils soient ici chaleureusement remerciés, ainsi que les 5 intervenants qui nous font l'honneur de nous éclairer, et l'équipe technique, qui se cache un petit peu, et partout, qui permet de suivre ces conférences à distance. Le CCIC rassemble des ONG d'inspiration catholique en lien avec l'UNESCO pour y porter le témoignage et la pensée des chrétiens en action au service de tous à travers le monde. Dans la continuité de ces travaux sur l'homme au cœur du monde, et en particulier du forum de 2021, Métamorphose du monde, jusqu'où l'homme peut-il changer l'humain? Quelles pistes pour l'éducation? Vous en trouverez les actes à l'entrée. Le CCIC, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO, a souhaité passer des paroles aux actes en élaborant ce cycle de table ronde. Ce parcours en 3 étapes est une mise en œuvre concrète de la recommandation de l'UNESCO, premier instrument normatif international sur le délicat sujet de l'éthique de l'intelligence artificielle. L'approche que nous avons choisie est celle de l'éthique de responsabilité, et ce, du point de vue de l'utilisateur non spécialiste et sous le prisme de l'éducation, sous toutes les formes et à tous les âges. François, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? C'est Ignace de Loyola qui interpelle ainsi François Xavier, jeune homme d'une riche et brillante famille, vers 1520, en reprenant cette phrase de Jésus qu'on peut trouver dans l'évangile de Matthieu. Cette question restera toujours profondément gravée en moi, depuis l'époque où, avec ma promotion de 5e, nous avons préparé un spectacle pour célébrer la fête de Saint François Xavier. Admirable pédagogie. J'en profite pour remercier les éducateurs et éducatrices dont j'ai bénéficié. Aujourd'hui, table ronde centrale dans ce cycle. Je remercie toute l'équipe qui l'a préparée au sein du CCIC, en particulier Roselyne Moreau, Monique Grandjean, Christine Roche, Françoise Mauzet et Carole Jardin, ainsi que Didier Coulon qui en sera le modérateur. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Question plus actuelle que jamais. Je laisse la parole à nos invités et vous souhaite une très bonne 2e soirée. Bien, alors sachez que nous avons 3 intervenants ici sur place, donc Monique Grandjean, Christiane Rancé, Louis Lourme, que nous aurons 2 personnes en visio, Thierry Magnien et Alexandra Maurice tout à l'heure. Alors je vous demanderai d'éteindre vos portables, comme au spectacle, parce que c'est un spectacle d'une certaine manière. Et je vais donner tout de suite la parole à Monique Grandjean, notre première oratrice. Donc Monique est secrétaire de l'Académie catholique sociétaire de l'Académie catholique de France, membre fondatrice de l'Association européenne François Mauriac. Elle est philosophe et autrice notamment avec Roselyne Moreau de l'ouvrage du CCIC et Mon âme dit le robot. Donc vous trouverez cet ouvrage à la sortie ou à l'entrée si vous l'avez déjà vu. Donc ce document, je vous le recommande. C'est un travail donc du CCIC. Comment éduquer à l'éveil de la conscience pour un usage éthique de l'IA. Monique, je vous laisse la parole pour nous expliquer effectivement comment éduquer à l'éveil de la conscience. Merci Didier. Bonsoir chers amis courageux qui avaient bravé la tempête pour venir dialoguer avec nous.
Quel bonheur et quel honneur de nous trouver ce soir dans ce superbe amphithéâtre aux facultés Loyola. Nous vivons aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'heure des IA, et nous nous interrogeons sur notre manière de conduire notre vie en donnant un sens à l'aventure humaine. Dans ce but, nous avons besoin d'un permis de conduire, d'un état des routes, d'étudier des cartes, mais surtout d'avoir une boussole de l'intériorité. Car nous ne prenons plus le temps du silence intérieur, vivant beaucoup trop à la surface de nous-mêmes, ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau, puisqu'au début du siècle dernier, Bernanos déjà s'en plaignait et le craignait pour nous aujourd'hui. En effet, allons-nous diriger notre vie pilotée, conduits par des algorithmes, ou bien aurons-nous la force de les laisser à leur place d'instruments destinés à aider l'humain? En effet, qu'est-ce que le progrès s'il n'est pas un outil pour faire progresser l'humain? Ce qui nous amène à penser, comme le philosophe Ellul, que le véritable défi de la technique se situerait en l'homme lui-même. Ces interrogations sont bien à leur place dans ce bel espace où souffle l'esprit, et principalement celui de saint Ignace de Loyola. Les jésuites ont fondé le Centre Sèvres en 1974, qui est devenu Faculté Loyola Paris en 2024. Et cette faculté propose une pédagogie inspirée de la tradition des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, dont les maîtres mots étaient vigilance, discernement. Deux attitudes qui sont bien les premiers articles du code de notre permis de conduire notre vie intérieure. Mais cette recherche prend un certain temps, et cela fait déjà 7 ans, depuis 2017, que le Centre catholique international en coopération avec l'UNESCO, CCIC, réfléchit, mène son enquête en partenariat avec l'UNESCO, l'Académie catholique de France, les ONG de sa plateforme. Et ainsi, depuis l'aube des transformations numériques, il a organisé des conférences, des forums, des journées de réflexion sur le thème de la place de l'homme au cœur du monde, au milieu de toutes ces technologies. Les thèmes en furent, comme on a parlé tout à l'heure Isabelle, l'homme augmenté, le transhumanisme, le pouvoir de décision face aux puissances technologiques. Et en 2019, malgré le Covid, il y eut donc 3 webinaires, puis ensuite un fascicule que vous pourrez acheter tout à l'heure, Métamorphose du monde. Quelle boussole pour l'éducation. Les actes du forum, ce livre, a eu les félicitations d'un nombre de gens importants, dont l'intérêt de la Commission nationale française pour l'UNESCO, CNFU, qui nous a demandé de continuer le travail sur la question suivante: quelle éthique de l'IA dans l'éducation de la jeunesse? Après 2 ans de travail, d'enquête auprès de nos ONG, nous avons écrit ce document que nous sommes heureux de vous présenter, et surtout en espérant l'enrichir du dialogue avec vous. Car en effet, nous sommes à une époque où le conceptuel n'est pas une fin en soi. Il appelle un débat suivi d'une action, une mise en parole. Car savoir débattre est devenu aujourd'hui, surtout dans les nouvelles technologies, une compétence clé de l'éducation civique, car il développe l'autonomie morale, aide à devenir citoyen, c'est aussi l'apprentissage de la démocratie. Surtout, c'est un art du vivre ensemble, tout au long de notre vie. En effet, depuis l'école, l'université, la vie professionnelle et même la vie privée, sans la science du débat, on bascule dans la violence physique, l'injure verbale, le divorce et la guerre. Les mots pour le dire, c'est déjà le titre d'un livre qui était sorti en 1960. Mais dans la forêt touffue des technosciences, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information, du numérique et des IA, nous avons toutes les raisons de nous perdre ou bien d'acquiescer à tout ce qu'on nous propose.
C'est pourquoi nous avons construit une boussole de l'intériorité, dont nous avons emprunté, je ne vois pas ma boussole, dont nous avons emprunté l'idée et la conception à la juriste récemment décédée Myrias Delmas-Marty. Elle pensait, elle, à une gouvernance mondiale. Nous, plus humblement, nous avons pensé à une gouvernance individuelle, comment apprendre à l'ère numérique à être pour devenir. C'est une boussole très spéciale car elle a pour unique pôle magnétique en son centre d'attraction l'éveil de la conscience qui irrigue 4 flèches. Au nord, l'esprit critique et le discernement. En est, le bien, le mal. Au sud, comment avoir du lien avec l'altérité et avec le monde. Et en ouest, le sens de la transcendance. Je n'en parlerai pas davantage car c'est mon amie Alexandra Maurice qui tout à l'heure vous en parlera. Elle qui est formatrice et professeure dont le rôle est très important puisque dernièrement le pape François remettait entre leurs mains l'avenir de la civilisation, sa grandeur ou sa décadence. Et mon âme, dit le robot. N'imaginez surtout pas dans cet essai les angoisses métaphysiques d'un petit bonhomme en silicium. Même s'il est doté d'un outillage super sophistiqué, il n'a aucun point commun avec l'être humain, dont nous donnerons comme définition celle que saint Irénée avait déjà donnée au 1er siècle après Jésus-Christ, mais qu'aujourd'hui François Tcheng a repris dans toute son œuvre, c'est-à-dire la triade insécable, corps, âme, esprit. À l'heure des algorithmes et des IA, l'homme contemporain, dit François Tcheng, a d'autant plus besoin de l'âme des poètes et des artistes, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai demandé à mon amie Christiane, écrivaine et artiste, de venir nous expliquer le rôle de l'artiste pour comprendre le monde à l'ère numérique. Quant à cette interrogation, elle vient du livre qu'avait écrit en 1987 le professeur Jean Bernard, hématologue, dont les amis étaient Jacques Monod, François Jacob, François Gros, et tous ils s'intéressaient aux neurosciences et se posaient la question de savoir si la pensée, la morale, les passions pourraient être expliquées par les progrès de la science. Tous ces grands professeurs s'intéressaient à l'éducation et allaient dans les écoles parler de leurs livres aux élèves. Et un jour, une jeune Brigitte de 10 ans a dit « Et l'âme, professeur, est-ce qu'on pourra la regarder derrière votre magnétoscope, ça n'existait pas, mais est-ce qu'on pourra la regarder derrière votre microscope? Et si on fait une prise de sang, est-ce qu'on pourra la voir ?» Ce livre m'avait fortement marqué car il posait les bonnes questions et ce sont les mêmes qui traversent aujourd'hui toutes les recherches de nos savants, philosophes, théologiens, artistes. Je vais terminer. Dans cette période si riche des nouvelles technologies, tout le monde est inquiet pour l'avenir. Même le prix Nobel de physique, il y a 3 semaines, se posait des questions et se demandant comment l'humain pourrait-il rester non seulement fidèle à lui-même, mais être toujours à la tête de toutes les nouvelles technologies? Comment pourrait-il garder son intériorité psychologique, son intériorité morale, son intériorité transcendantale? Et pour ce faire, je vais donner la parole à notre ami Thierry Magnin, qui nous a accompagnés pendant tout notre travail, et je vais lui passer la boussole, qui est devenue véritablement mon compagnon de vie. Thierry, merci de nous avoir accompagnés, et je vous passe la parole. Alors, donc, Thierry Magnin est en visio, donc vous allez attendre un petit instant. Donc, je vais juste vous le présenter en attendant. Donc, il est prêtre, mais aussi physicien et théologien. Donc, ça correspondra à ces problèmes effectivement, de technologie que Monique vient d'expliquer. Thierry Magnin est le recteur délégué de l'Unité catholique de Lille, après avoir dirigé celle de Lyon.
et il est responsable de la chaire Sciences, Technosciences et foi à l'heure de l'écologie intégrale. Et je profite aussi pour vous signaler un livre qui est en vente aussi tout à l'heure de sa part, Vers une civilisation de l'algorithme, un regard chrétien sur un défi éthique. Donc j'espère que Thierry Magnien peut être en ligne. Apparemment, ça a l'air d'être possible. Merci, bonsoir à tout le monde, merci de m'avoir fait signe. Comme je sors juste de cours, voilà pourquoi je ne suis pas présent physiquement mais en visio. Alors, comment mettre l'IA au service de l'éducation sans perdre la boussole intérieure qui vient de nous être proposée? L'IA présente des opportunités tout aussi nombreuses que ses risques, me semble-t-il. Les dilemmes de l'IA sont du reste bien illustrés par les 2 récents prix Nobel, justement 2024. Alors, Monique a évoqué les prix Nobel en physique qui, en effet, ont été à la fois récompensés pour leur travail sur les réseaux de neurones artificiels qui sont à la base de ce qu'on appelle le deep learning, qui est une méthode essentielle aujourd'hui en intelligence artificielle. Et ils ont en effet en même temps lancé un véritable cri d'alerte sur une possible perte de contrôle par les humains. On pourrait dire IA, attention, danger. Et puis en même temps, peu de jours avant, en chimie, les prix Nobel de chimie ont, eux, utilisé l'IA pour inventer des protéines à des fins thérapeutiques. Et là, ils ont crié « Bravo l'IA ». Bravo l'IA, danger IA. Devant ces 2 attitudes, nous sommes invités, me semble-t-il, à faire preuve d'une profonde vigilance, mais aussi peut-être à regarder l'IA comme le pape François nous le propose dans sa lettre du 1er janvier 2024 à l'occasion de la Journée mondiale pour la paix et de son texte intitulé IA et paix, où il reprend notamment une phrase d'Isaïe dans le chapitre 2, « Transformer nos épées en socs de charrue ». Il s'agit peut-être ici de transformer nos épées technologiques en socs de charrue pour cultiver et garder la terre. À titre d'exemple, en France, sans doute connaissez-vous mon espace santé, qui est cet espace où on peut gérer ses données de santé et bénéficier des 14 millions de personnes qui ont mis leurs données de santé en commun pour faire un élément de santé publique, et toutes ces données sont pilotées par l'IA avec des systèmes de sécurité, bien sûr, qu'il faut toujours vérifier. Eh bien, en effet, c'est bien quelque chose pour le service du bien commun. Comment le rendre de plus en plus accessible à tous et de plus en plus sécurisé, et une vraie sécurité, voilà un type d'exemple très concret. Alors, en se focalisant un peu plus sur l'IA générative, éducation et IA générative. On sait que l'IA générative s'est diffusée très rapidement, comme le montre une étude publiée par l'Académie de Paris en 2023 auprès de 5600 enseignants et étudiants du supérieur en France. Et cette étude montre que 35% des enseignants, 55% des enseignants, oui, 55% des étudiants l'utilisaient régulièrement. Et les étudiants l'utilisaient d'ailleurs beaucoup plus pour une aide à la rédaction que pour des sources documentaires, ce qui est tant mieux, sans compter avec le problème du plagiat, en se souvenant que l'IA générative reste encore susceptible d'halluciner, c'est le terme technique, fournissant aux étudiants des références plausibles, mais pas toujours correctes. On se souvient aussi que ChatGPT 4 a brillamment passé l'examen du barreau de New York, réputé pourtant très difficile. Ah, c'est un exploit d'une certaine manière, bluffant comme disent les jeunes. Mais on le sait, l'éducation ne se résume pas à l'accumulation de connaissances. On pense aussi d'ailleurs aux images générées par l'IA avec toutes les possibilités de manipulation et de fake news. Cependant, on cherche et on travaille pour cela. On peut espérer que l'IA offre une solution pour une aide personnalisée de chaque élève, de chaque étudiant. On le voit déjà avec l'expérience de l'apprentissage des langues pour des étudiants qui, par exemple, arrivent en France, désireux d'apprendre le français provenant
de très nombreuses régions du monde, porteurs du coup d'accents évidemment très différents. Mais la machine d'intelligence artificielle, elle est capable de s'adapter à tous les accents et de traduire dans de très nombreuses langues le français et réciproquement. Même s'il n'est pas impossible que les nouvelles technologies éliminent des barrières linguistiques entre les êtres humains, et c'est en cours et c'est tant mieux, dans un avenir plus ou moins lointain, l'apprentissage des langues demeurera, nous le pensons, une activité centrale de l'éducation au-delà de toute technique, y compris avec l'aide de la technique. Car il s'agit, on le sait bien, de faire vivre et de faire se rencontrer des gens de cultures différentes. Et du reste, la linguistique appliquée a démontré que apprendre des langues, pas simplement avec une machine, améliore nos capacités analytiques, notamment notre aptitude à extraire des règles, des usages, de même que nos capacités à l'abstraction et à la généralisation. Oui, utiliser de manière critique l'IA générative peut offrir maintes possibilités de soutenir l'apprentissage en bien des domaines. Mais pour cela, il y a un bon nombre de comportements éthiques et d'apprentissage. Par exemple, apprendre à faire un bon prompt, ce qu'on peut appeler l'art du prompt, le prompt efficace, ciblé, ça s'apprend afin qu'il soit précis, d'être précis dans les demandes que l'on fait à la machine intelligente comme ChatGPT, de bien les situer dans un contexte. Il s'agit de gérer aussi de manière critique les réponses de l'IA générative, par exemple, poser la même question avec des mots différents et avoir donc forcément des réponses différentes et analyser les différences, relancer la demande pour préciser une réponse initiale de la machine, reformuler des réponses pour être sûr de les comprendre et être sûr de leur performance, déjouer des biais, des hallucinations, bref, travailler de manière itérative, et c'est ce que nous essayons de faire. Contrairement à ce qu'on pensait au début, pourquoi ne pas utiliser la machine d'intelligence artificielle, par exemple, pour produire un premier jet sur un sujet donné? Pourquoi pas? Pourvu qu'on le remette en question, qu'on y imprime sa marque à partir du canevas donné par la machine et qu'on sache rendre compte de manière intelligente de ce qu'a pu produire la machine et de ce qu'on a pu en faire. L'essentiel étant toujours d'avoir ce sens critique, ce sens de la curiosité et l'art de l'argumentation. Une autre méthode préférable d'ailleurs selon moi, c'est dans les pédagogies actives aujourd'hui, c'est de bâtir un texte à plusieurs humains, un peu sur le modèle Wikipédia, et puis de le passer à la moulinette de la machine intelligente pour avoir les réactions de la machine, afin de compléter le premier texte à partir d'idées données par la machine, évidemment, en faisant preuve d'esprit critique, bien sûr. Dans l'éducation, il faut davantage que de trouver une bonne opérationnalité des machines. Parmi les points durs des mentalités générées par les machines intelligentes, on trouve la définition matérialiste qu'on appelle computationnelle de la pensée humaine, réduite à un traitement d'information, comme l'indiquent certaines tendances de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'esprit, pour laquelle la machine d'IA devient de plus en plus analogue au cerveau humain. On entend des discours qu'on voit dans pas mal de revues et d'articles. Enlevez le capot d'un ordinateur, vous verrez un réseau de câbles et de transistors. Enlevez le capot de notre cerveau, notre boîte crânienne, vous verrez une masse de veines et de nerfs. Nous sommes des machines biologiques et les machines artificielles sont d'ores et déjà capables de résoudre des problèmes de la même manière que les humains. On entend parfois ce discours. Il est essentiel de ne pas en rester à ces visions réductionnistes. Personnellement, j'ai montré de grandes différences entre l'intelligence des machines et l'intelligence humaine, notamment en termes d'importance du corps, de l'incarnation, dans la manière d'éprouver des émotions et non pas de les simuler, et avec des neuroscientifiques comme Damasio, de faire les liens entre émotion et raison avec les mécanismes d'accès à la conscience beaucoup plus complexes que ceux produits sur du silicium. Oui, la machine intelligente peut avoir une forme d'intelligence et de créativité
celles que permettent les statistiques. Ainsi en est-il pour les protéines des prix Nobel de chimie que j'ai cités précédemment. La machine d'IA leur a en effet permis de trouver des combinaisons d'atomes et de molécules que leur pensée personnelle n'avait pas imaginées, et du coup de les tester, et évidemment de n'utiliser que celles qu'ils ont pu retenir comme efficaces. Mais c'est le jeu des statistiques sur de grandes masses de données. La pensée humaine, elle ne se réduit pas à un jeu de statistiques, même si elle a aussi un aspect calculatoire. Elle ne se réduit pas au quantifiable, au mesurable. Certes, l'humain vit en partie dans ce mesurable, mais aussi bien au-delà, dans une singularité qui ne se réduit pas aux statistiques, dans du non quantifiable qui s'appelle créativité humaine, capacité de sortir des logiques connues, ce que poètes, artistes et spirituels nous montrent si fréquemment. Le cœur de l'homme n'est pas un réseau de neurones artificiels, même sophistiqués. De plus, c'est souvent à partir de nos vulnérabilités, justement, voire de nos fêlures, que la créativité prend son ampleur chez l'humain. Éradiquer nos déterminismes biologiques, notre vulnérabilité pour transformer l'homme en un cyborg invulnérable, le cyborg c'est la fusion homme-machine, invulnérable, et bien justement ça nous fait sortir de l'humain. La machine reste un objet qui n'a pas de sensibilité propre, ni de cœur au sens de la conscience profonde, ni de volonté, ni d'intention propre au sens anthropologique. C'est pourquoi il me semble essentiel en éducation à l'IA de bien faire la différence entre le rapport à une machine et les relations humaines. Le rapport à une machine qui est un objet, qui reste un objet, même si c'est un objet parlant, et certes performant aussi, mais qui reste du silicium, avec des relations entre humains et des relations de l'homme avec l'ensemble du monde vivant. À l'heure de l'écologie intégrale, ces différences entre rapport à des choses et relations humaines sont particulièrement essentielles à distinguer. Même si je suis de ceux qui pensent que le terme intelligence n'est pas complètement usurpé pour une machine d'IA, sous l'angle de la capacité d'une machine à s'adapter à une situation nouvelle, mais sans conscience, sans volonté, j'ajoute immédiatement que cette intelligence est justement artificielle, différente de l'intelligence humaine, avec ses compétences beaucoup développées aujourd'hui en sciences de l'éducation, les intelligences en particulier émotionnelles, existentielles, qui viennent croiser l'intelligence hypothético-déductive. Certes, ChatGPT est de plus en plus impressionnant quant aux réponses qu'il donne aux questions les plus fines, mais il n'y a là rien de magique, c'est le jeu des statistiques à grande échelle, la probabilité qu'un mot en suive un autre dans la réponse ainsi construite. Et c'est justement, me semble-t-il, en apprenant à différencier ces différents types d'intelligence que l'homme sera d'autant plus libre d'utiliser la fameuse boussole pour vivre, et vivre en particulier avec les machines dites intelligentes sans confusion, et en essayant de les mettre au service du bien commun, comme nous y invite le pape François dans la lettre que je citais initialement du 1er janvier 2024, mettre l'IA au service de l'éducation à la paix et non pas remplacer l'humain par la machine pour cela. C'est tout un programme. Merci de votre attention. Maintenant, je voudrais passer la parole à Christiane Rancé, donc pour avoir le point de vue d'une écrivaine, une artiste de façon générale, sur la façon dont on peut distinguer l'art de l'humain et l'art artificiel, en quelque sorte. Donc, Christiane Rancé est romancière, essayiste, journaliste. Elle a écrit un certain nombre d'ouvrages de genres différents. Donc, vous en trouverez deux à la sortie. L'un, c'est Lettre à un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qu'ils le sont, mais aussi un autre genre, Bella Italia, d'itinéraire amoureux. Donc, différents types de créativité. Alors, Christiane, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue, de ce point de vue-là? Alors, tout d'abord, eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité à ce colloque passionnant. Monique Grandjean m'avait déjà invité à participer à un colloque sur le transhumanisme, ce qu'il offrait et les cauchemars qu'il nous proposait aussi.
Donc celui-ci me paraît tout à fait dans la même ligne, dans la droite ligne, à savoir de cette prétention à substituer une machine ou une espèce de surhumanité à l'humanité telle que nous la connaissons et telle qu'elle nous a menés aujourd'hui jusque-là. Alors, les points qu'on m'a demandé d'aborder en tant qu'écrivain sont donc les rapports entre l'intelligence artificielle, la bien nommée, je reprends maintenant les propos qui viennent d'être dits, et l'intelligence humaine dans son expression la plus vivante qui soit, c'est-à-dire l'expression artistique, une expression qui touche à l'essence même du mystère de l'incarnation et partant au mystère de la création elle-même. Malgré l'incompatibilité qui, a priori, semble irrécusable entre les deux, l'intelligence artificielle et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle générative prétend pourtant être capable de se substituer à l'artiste dans le domaine de la création. J'en veux pour preuve les expériences menées tout dernièrement à l'université de Pittsburgh où furent donnés à lire des poèmes générés, je n'ose pas dire créés, par la machine. Ou bien encore l'aveu de la romancière Rie Kudan, qui a reçu le prestigieux prix Atu-Kagawana au Japon, c'est l'équivalent de notre prix Goncourt, et qui a admis avoir utilisé ChatGPT pour, dit-elle, écrire au moins 5% de son roman. L'intelligence artificielle lui a-t-elle dit, permis de libérer sa créativité. Ou bien encore, dernière preuve moi j'emploie le mot prétention, de l'intelligence artificielle à se vouloir un créateur. Il y a le dernier film de la firme Coca-Cola pour sa campagne publicitaire de Noël, et dont l'entreprise a confié la réalisation à l'intelligence artificielle afin, a-t-elle dit, d'obtenir un must en matière de merveilleux. Alors, pardon. Alors, pour la petite histoire, ce qui peut paraître rassurant, c'est que contrairement à l'entreprise, ce qu'a espéré ce Coca-Cola, c'est-à-dire les publicitaires, en tout cas les responsables des campagnes commerciales, ce film a fait ce qu'on appelle un bide. Les gens ont trouvé que c'était froid, sans émotion, et n'ont absolument pas adhéré à ce film, alors que pourtant l'intelligence artificielle avait repris tous les thèmes forts de Coca-Cola. Vous savez, Coca-Cola, le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né d'une publicité de Coca-Cola. Donc ça, c'est une petite vengeance, on va dire, du merveilleux et de l'émotion par rapport à la création de l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle offre l'accès à un éventail de données époustouflant, jamais égalé dans l'histoire des bibliothèques ou des conservatoires du savoir humain, personne ne le met en doute, et certainement pas moi. Mais qu'on puisse penser qu'elle est aussi capable de prendre la place du créateur, quel qu'il soit un réalisateur de films, qu'il soit écrivain, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur ou musicien. Vous savez qu'il y a des essais qui sont faits aujourd'hui. On a pris un peu les œuvres de Beethoven, les œuvres de Chopin, de Schubert, pour essayer de demander à l'intelligence artificielle de créer une œuvre musicale. Jusque-là, ce que j'ai entendu n'est absolument pas probant. Mais cette prétention-là me semble quand même relever des expériences de techniciens frappés de ce que j'appelle, ou ce que les Grecs appelaient l'hubris. L'hubris, c'est-à-dire cet état qui caractérisait, cette folie de l'esprit qui caractérisait les individus dans la Grèce antique qui se prenaient pour Dieu. À moins qu'il ne s'agisse d'une vaste escroquerie doublée d'une entreprise d'abêtissement général. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Et pour l'instant, je ne la partage qu'avec moi-même. Mais je reviendrai tout à l'heure sur cette question, qui concerne bien l'intelligence artificielle et le principe de création. Alors, de quoi est-il question dans cet effacement des frontières entre les deux domaines, intelligence artificielle et création, si ce n'est la prétention d'avoir créé un super créateur ? Un outil artificiel susceptible d'engendrer ce qu'il y a de plus vivant en l'homme, hormis évidemment la création d'un enfant,
à savoir une œuvre d'art susceptible de fonder une civilisation digne de ce nom. Car qu'est-ce qui signe une civilisation si ce n'est les traces qu'elle a laissées par les œuvres d'art qu'elle nous a données, que ce soit en littérature, que ce soit en musique, que ce soit en architecture, toutes ces traces qui nous sont laissées en héritage et qui nous constituent et qui nous ont construits. Plus humblement, la création, cette création qui est capable de créer à son tour de l'émotion, du sentiment, autant de manifestations du cœur, de l'âme et de l'esprit. Car ce qui nous touche dans une œuvre d'art, n'est-ce pas justement ce qu'elle a en elle de profondément humain, autant dire de véritablement vivant, à savoir la personne même de son créateur, jusque dans ses défaillances, jusque dans ses boiteries, ses doutes, ses imperfections, jusqu'au plus extrême de ses tentatives pour nous faire part de son émerveillement, jusqu'à la moindre de ses tentatives de dire à l'autre ce qu'il est, de communiquer à l'autre son sentiment, son désir d'être ensemble. L'autre, et je vais reprendre la formule de Simone Weil, la philosophe, l'autre, les autres qui nous font la grâce d'exister. N'est-ce pas ce qui rend l'œuvre d'art inimitable, unique et, comme l'est chaque être humain, tout à fait singulière? L'œuvre d'art rend l'artiste présent, éternellement présent au monde. Lorsque l'artiste crée, alors, comme l'écrit Pierre-Jean Jouve, la solitude bleue et stérile frémit. La solitude bleue et stérile, c'est peut-être ce que nous donne à vivre aujourd'hui l'intelligence artificielle dans des formules et des algorithmes éminemment mathématiques qui ne sont et ne restent pour l'instant que de la répétition, que du plagiat, que de l'imitation. Nous sommes, avec l'intelligence artificielle, bien au-delà du beau, mais nous sommes aussi bien au-delà du beau avec l'œuvre d'art du Créateur, parce que nous sommes au cœur de l'âme d'un homme, au cœur de sa tentative d'accorder sa vision à son monde et de la dire à ses contemporains. L'œuvre d'art parle non pas du Créateur, mais de lui, ne parle pas sur lui, mais de lui et de son temps. L'artiste laisse s'exprimer ce personnage mystérieux qu'il habite et qu'il ne connaît pas, et son inspiration n'est jamais qu'une expiration, un souffle qui vient de sa profondeur. Il y a dans l'acte de créer, non pas une référence à des données qu'on pourrait avoir, non pas une référence ou une réécriture de ce que l'intelligence artificielle peut nous communiquer dans la masse de données et d'informations qu'elle a, mais tout d'un coup cette chose qui n'appartient pas au créateur, ce petit moment de grâce qu'il y a quand tout d'un coup l'idée vient et on ne sait d'où elle vient. Pour moi, elle vient de Dieu, bien évidemment parce que je suis croyante, mais aucun créateur, aucun écrivain, aucun poète, aucun musicien n'a jamais nié ce qu'il appelle son inspiration. Et son inspiration est un acte, ou en tout cas est un saut de transcendance. L'intelligence artificielle reste de l'immanence pure. Dès lors, qu'on applaudisse l'efficacité de l'intelligence artificielle dans les domaines de la médecine et de la recherche, par exemple, bien évidemment, il faut l'applaudir. Dès qu'elle peut sauver des vies, dès qu'elle peut améliorer l'existence dans la difficulté que nous traversons de l'existence, à ce moment-là, il faut effectivement concevoir qu'elle soit là et l'inviter à entrer dans nos vies. Mais nous restons dans le domaine de la technique. Pour autant, porter au rang d'œuvre d'art le produit d'un tube digestif à qui on a donné à ingérer tous les ingrédients connus jusque-là, j'appelle ça d'une prétention extraordinaire, pour ne pas dire une escroquerie. Car enfin, aussi vite qu'avance cette technique, ChatGPT, l'intelligence artificielle générative, elle restera toujours en retard du dernier né des artistes. J'évoque bien évidemment les authentiques créateurs, les génies comme le furent Bach, Moussorgsky, le Caravage ou Cézanne, Rimbaud ou Céline, tous voleurs de feu, tous inventeurs de nouvelles formules.
tous dotés d'un authentique regard, ce regard qui signe notre humanité, qui fait que nous ne serons jamais des machines. Reste alors le grand danger, à quoi nous exposent ces produits. J'attends par là toutes ces prétendues œuvres créées par l'intelligence artificielle. Quel est ce grand danger? Bien, un immense affadissement du goût, une perversion de l'esprit, en lui offrant des produits qui ne sont ni trop chauds, ni trop froids, ni trop salés, ni trop sucrés, car il s'agit quand même de ne pas choquer l'opinion publique. Il s'agit d'obtenir un immense consensus. On le voit bien avec les étudiants qui, entre guillemets, trichent en cherchant, en demandant à la machine de composer pour eux des dissertations ou des recherches. Que leur offre la machine? Une espèce de panel le plus large possible des opinions qui sont déjà données pour surtout ne pas prendre de décisions personnelles. Ces produits sont des produits consommables par le plus grand nombre qui, à force, débilitent l'esprit critique, voire le désir même de créer de nouvelles générations. Au fond, qui s'en plaindra dans une société où les prouesses techniques supplantent la démarche artistique, où l'enseignement de l'art s'étiole d'année en année, dans un monde où Adam et Ève font la queue pour croquer dans le fruit de l'arbre de vie. Reste alors la seule question qui vaille, à qui profite le crime? Merci Christiane. On a un diaporama qui va nous être présenté par elle. Donc c'est Alexandra Maurice, qui est chargée de l'innovation et du numérique à l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà sa présentation. Est-ce qu'elle est en ligne? Parfait. Alors, des petits éléments de contexte. Moi, je voulais à mon tour aborder cette thématique et compléter les propos sur les usages de l'IA en éducation. Donc, on vient de sauter de l'art à l'éducation, mais en même temps, vous allez voir, on va faire un petit détour par l'émerveillement aussi. Donc, cette petite illustration pour vous dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de données. On en produit, on en fabrique en likant, en consommant, en allant sur Internet. Finalement, c'est l'homme qui a fabriqué ce monde et est-ce qu'il ne serait pas un peu responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui? Alors, depuis 2022 et le lancement de ChatGPT pour le grand public, tout un chacun peut bénéficier d'une IA générative partout, tout le temps, à n'importe quelle heure et sur n'importe quel appareil. L'IA est et sera omniprésente, il nous faudra faire avec, dans un monde où l'humain sera assisté, ou pourra être assisté, s'il le souhaite, par la machine. La cobotique, c'est-à-dire la collaboration homme-machine, sera de plus en plus fréquente. Certains penseront à un effet de mode, d'autres à une véritable révolution. Il y a 2 ans, on parlait de tsunami, de raz-de-marée, bref, de catastrophe. De plus en plus d'enseignants, c'est mon rôle, voient la vague arriver, d'autres l'ignorent, mais tous en entendent parler. Aujourd'hui, il est donc nécessaire de former les enseignants qui pourront ensuite sensibiliser leurs élèves et avoir une véritable éducation à l'IA. Mon rôle en tant que formatrice et vulgarisatrice technopédagogique est de leur faire découvrir l'IA, comprendre ce que c'est, comment ils peuvent en tirer le meilleur parti tout en étant conscients des mécanismes mercantiles qui va de la commercialisation de leurs données à la supervision de l'IA, que les IA sont omniprésentes et comment elles fonctionnent. Les formations que nous donnons à l'ISFAC François d'Assise servent à démystifier, à rassurer, mais aussi à informer, à expérimenter et à débattre. Parce que les enseignants, comme beaucoup de citoyens, partagent des croyances et peuvent avoir peur de ce qui est nouveau et de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont besoin de repères et d'accompagnement au changement. Globalement, quand on leur pose la question, et je vous la pose également ce soir, c'est celle que vous voyez ici, vous diriez que l'usage des intelligences artificielles et des intelligences artificielles génératives dans un contexte professionnel est fabuleux et magique, menaçant et angoissant, ou un peu des deux. Alors du coup, slide suivante. Leur réponse, eh bien, majoritairement un peu des deux. Donc, eh bien, la formation devient un indispensable pour justement faire découvrir des éléments importants et démystifier certaines choses. Je vous partage ici quelques exemples de découvertes faites par nos apprenants durant nos formations. Première découverte, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une toute petite partie de l'intelligence artificielle. L'intelligence, artificielle générative est une toute petite partie de l'intelligence artificielle. Sensibiliser permet en effet d'éviter des raccourcis. L'IA aura toujours besoin de l'homme pour la créer, pour la faire fonctionner, l'entretenir, la réguler. Que ChatGPT n'est pas seul. Chaque outil possède ses spécificités,
propre, lié à son origine culturelle et géographique. Il possède des fonctionnalités spécifiques. Il a son algorithme initial-final fait de données sélectionnées justement par des humains. Et justement que l'IA, c'est pas un humain. On a trop tendance à l'anthropomorphisme. Alors du coup, slide suivante. Merci. L'exemple de cette araignée, cette petite araignée. La requête faite par l'humain était d'optimiser ses mouvements pour toujours dépasser une certaine hauteur. L'araignée, qui est en fait un algorithme, une IA, répond à la commande en faisant la roue. À votre avis, pourquoi l'IA elle a fait ce choix? Parce que le but d'une IA, donc elle devait toujours dépasser les 0,7. Parce que le but d'une IA, c'est toujours optimiser. Et qu'aligner les requêtes humaines avec les objectifs de l'IA provoque souvent un écart d'alignement qui peut avoir des conséquences inattendues ou surprenantes. L'humain, en fait, les humains qui ont programmé cet algorithme pensaient que l'araignée allait sauter. Ils n'avaient pas prévu qu'elle allait faire la roue. Tout simplement pour illustrer qu'il est très difficile aujourd'hui de faire comprendre à une IA ce que nous souhaitons vraiment, ce que nous avons dans notre boîte crânienne, comme le disait tout à l'heure Monsieur Magnien. D'où l'importance de la formation à la rédaction de prompts, par exemple, et à l'itération avec ces agents conversationnels. Comme je vous le disais, on a souvent tendance aussi à l'anthropomorphisme. On parle à ChatGPT, on échange avec lui. En anglais ou en allemand, on n'aurait pas le problème, parce que le nôtre existe, mais pas en français. La preuve aussi, c'est que, pour aller un petit peu dans ce sens, c'est qu'il y a même une intelligence artificielle générative de texte qui s'appelle Claude. Tout ça pour anthropomorphiser encore plus la machine. J'estime qu'une formation est réussie quand les enseignants ont pu faire évoluer leurs croyances, qu'ils ont pu expérimenter par eux-mêmes, débattre sur les enjeux, et que dorénavant, ils seront IA prudents. Comme toute nouvelle technologie, il faut savoir écouter les craintes bien réelles, la désinformation, la paresse intellectuelle, les biais et les hallucinations des intelligences artificielles génératives, et le manque de créativité que cela pourrait éveiller. Mais avant tout, il faut éviter le sensationnalisme, et il faut rester vigilant. Par conséquent, nous avons besoin d'un outil, d'un guide, d'une boussole, pour nous orienter dans cette évolution. Slide suivante. C'est pour cela que la boussole, avec ses 4 axes, est un excellent outil pour guider dans cette éducation, pour sensibiliser, pour susciter le débat et pour informer les communautés éducatives. Alors, on va pas faire nord, sud et est, ouest, mais on va commencer par le nord. Alors, si on regarde la flèche nord, enfin, cette boussole que vous avez beaucoup vue depuis le début, moi, je vais essayer de la mettre en action. Effectivement, cette flèche nord, elle nous indique que l'esprit critique doit être central dans l'apprentissage de l'IA. Nous devons tous être capables de questionner les résultats produits par les algorithmes, d'évaluer la fiabilité des informations et d'identifier les biais potentiels. Pour les jeunes, cela inclut une préparation aux études supérieures, à leur orientation, mais aussi à leur rôle de citoyen dans un monde de plus en plus automatisé. Du coup, la flèche sud et flèche suivante. Voilà, ça c'était pour le discernement et l'esprit critique. La flèche sud, il faut cultiver une curiosité active face aux avancées technologiques. Plutôt que de craindre l'IA, il faut encourager une ouverture d'esprit vis-à-vis des innovations qu'elle peut apporter, rester informé, se maintenir en veille sur le sujet. Cela implique aussi une participation active au débat sur les implications sociétales et éthiques de l'IA. Par exemple, ce que je vous montre ici, c'est un jeu que j'ai créé, un jeu de simulation, où les apprenants vont incarner des invités qui représentent divers secteurs de la société mondiale, et leurs opinions, bien sûr, lors d'une conférence internationale sur le sujet « L'IA est-elle une menace pour l'humanité ou un avenir prometteur ?» Alors, slide suivante. Pour la flèche Est et l'attitude responsable, l'utilisation de l'IA doit toujours s'accompagner d'une réflexion morale. Cela signifie apprendre à utiliser cette technologie dans des cadres éthiques et en respectant des valeurs fondamentales comme la confidentialité, la justice et l'équité. Les usages que nous proposons doivent être réfléchis et encadrés par des principes éthiques forts pour garantir que l'IA soit un outil au service de l'humain et non l'inverse. Pour exemple, donc ce fameux rapport 101 de thématique 3 de la délégation à la prospective IA et éducation du Sénat datant du 30 octobre et bien sûr toutes les recommandations récentes de l'UNESCO sur le sujet. Slide suivante pour la flèche ouest. Peut-être la plus difficile à transmettre mais néanmoins la plus fondamentale qui guide nos actions de formation parce que être humain, c'est tellement de choses. Il est crucial de cultiver les aspects de l'humain que la machine ne peut imiter, comme la créativité, l'empathie, l'émerveillement. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Un de mes étudiants, pendant un cours sur l'IA, m'a demandé la permission de photographier le coucher de soleil. Je l'autorise et je le remercie
de me montrer à quel point un humain a la capacité de s'émerveiller devant ce spectacle alors qu'une IA ne l'aura jamais. L'IA ne doit pas être perçue comme une force remplaçant l'humain, mais comme une opportunité de renforcer notre singularité. En parallèle, nous devons encourager une réflexion spirituelle et philosophique sur la place de la technologie dans nos vies. Cela replace aussi la réflexion sur notre capacité à nous émerveiller, à croire, c'est-à-dire se laisser habiter par quelque chose qui nous dépasse, chercher un sens au monde, aller à la rencontre de la beauté et de la sensorialité. Imaginez ce que vous ressentez lorsque vous êtes près de la mer ou de l'océan. Tous vos sens sont en alerte simultanément. L'ouïe par le bruit des vagues, l'odorat par l'odeur des embruns, le toucher avec le vent qui vous caresse la peau, la vue par le spectacle des vagues ou de l'immensité, le goût de l'iode qui se dépose sur votre peau, et tous les souvenirs associés à cette expérience. C'est ce que l'IA ne pourra jamais ressentir et ne pourra jamais retranscrire. Toutes les orientations de la boussole sont bien évidemment dépendantes et complémentaires les unes des autres. Il faut considérer l'approche comme étant tout à fait systémique. Enfin, pour finir, donc slide suivante, l'éducation à l'IA et avec l'IA est un défi qui nous concerne tous, et c'est en unissant nos efforts et nos réflexions que nous pourrons créer un avenir où la technologie amplifie notre humanité plutôt que de la diminuer. C'est aussi admettre que les plus beaux chapitres de l'histoire humaine n'ont pas été écrits par des machines, mais plutôt avec des rêves, des sacrifices, et avec l'ambition de laisser à tout prix un monde meilleur à nos enfants. Merci, j'espère que vous aurez pu voir et entendre correctement. Il est docteur en philosophie de l'université Bordeaux-Montaigne. Lui aussi, il a écrit des livres, donc je vous recommande celui-ci, Afin que nous portions du fruit, mission d'une école catholique. Donc Louis, vous êtes le dernier de la table ronde. Donc si vous pouvez finalement introduire un peu le débat, en voyant comment est-ce que l'IA peut changer notre vie et comment nous devons organiser l'enseignement. Alors, est-ce qu'on m'entend sans Larsen, avec sans écho? C'est bon? Un peu plus près? Voilà. Bon, merci pour cette invitation à parler avec vous à cette table ronde. La manière dont la table ronde est organisée, vous l'avez vu, ça permet d'avoir des interventions très variées sur la question qui nous occupe. La mienne, qui clôture ce premier temps de prise de parole, premier temps qui aura été très riche, se contentera de proposer quelques remarques. Excusez-moi, mais il y a beaucoup d'écho. Et de Larsen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon, parfait. Comme tout doit tenir en quelques minutes, je vais aller à l'essentiel et je m'appuierai sur des penseurs de l'objet technique, en me disant que cela pourra peut-être intéresser certains pour approfondir les pistes évoquées. J'ajoute, enfin, pour terminer cette petite intro, que je suis moi-même un utilisateur très régulier de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça? Je le précise parce que, comme je m'apprête à développer un propos qui, à bien des égards, est critique pour qualifier notre rapport à l'intelligence artificielle et aux questions éthiques qui lui sont associées, je ne voudrais pas donner l'impression de tout refuser en bloc, c'est pas du tout ma posture. Voilà. Mon point de départ pour cette brève prise de parole, c'est un étonnement très personnel que j'ai ressenti, non pas tant devant l'émergence de l'intelligence artificielle que devant les réactions que cette émergence a suscité dans tous les groupes que j'ai pu côtoyer, et peut-être en particulier dans le domaine éducatif qui était celui au sein duquel je travaillais au moment de cette émergence. Je crois pouvoir dire que cette émergence a été quelque chose comme un choc. Pourquoi dire un choc? Un choc parce que cette émergence a été très soudaine. Tout à coup, en effet, il a fallu en parler, il a fallu réagir, avoir une opinion, et on ne parlait plus que de cela. Étrange temporalité tout de même, alors que ces technologies sont le résultat d'un temps long de développement et de recherche, il y a eu une accélération devant laquelle, tout à coup, on a été sommé de réagir. Et ce qui m'intéresse, c'est pas simplement que l'intelligence artificielle ait représenté un choc, c'est surtout ce que ce choc a entraîné, c'est-à-dire les réactions chez les personnes qui s'y sont trouvées brutalement confrontées. Et quelles ont été ces réactions? On en a déjà un peu parlé, c'est peut-être un peu caricatural de le former ainsi, mais je crois qu'on peut dire que ces réactions ont été globalement inquiètes devant ce nouvel objet.
Je ne dis pas qu'il ne s'agissait que de cela, mais tout de même, dans le monde des enseignants en particulier, la première réaction a été une réaction d'inquiétude, pour ne pas dire plus, pour ne pas parler, par exemple, de ceux pour qui il s'agissait véritablement d'une catastrophe. Et je pèse mes mots, pour beaucoup de collègues. Comment le comprendre? Qu'est-ce qui a été dit? Maintenant que le temps a passé, par rapport au surgissement, par rapport au choc dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'on peut essayer de distinguer différents motifs de cette inquiétude. C'est ce que je veux essayer de faire rapidement, ça me semble essentiel pour honorer la question que nous voulons traiter. Il y a d'abord, je crois, le sentiment d'un danger. D'abord, dans cette inquiétude, il y a le sentiment d'un danger. On en a déjà parlé. Qu'est-ce qui se trouve mis en danger dans nos habitudes ou nos pratiques par l'intelligence artificielle? Alors, on en a parlé même dans le cadre de la précédente table ronde, je crois, mais peut-être peut-on simplement ici observer que notre attitude vis-à-vis de l'intelligence artificielle est une attitude au moins en partie contradictoire de ce point de vue-là. Ce qui retrouve un peu les intuitions de Simondon dans son ouvrage de 58, du mode d'existence des objets techniques. De cet ouvrage, tout le monde peut lire l'intro avec beaucoup de bénéfices. Je vais très vite, mais ce qu'il dit à propos des objets techniques décrit assez bien notre rapport à l'IA aujourd'hui. Il dit qu'on les traite d'un côté comme de purs assemblages de matière dépourvus de signification et qui présentent simplement une utilité pour nous, tout en supposant d'un autre côté qu'il y a aussi un danger, presque une intentionnalité hostile. Ce sont ces mots. Bon, il me semble que ça dit un peu notre rapport à l'IA, en tout cas dans les premiers moments de réaction. Voilà donc pour le sentiment d'un danger. Et quand on essaye de comprendre cette inquiétude, dont je parlais tout à l'heure, il y a ensuite probablement quelque chose comme le sentiment d'une perte ou d'une blessure. Comme si on nous retirait une caractéristique propre de notre humanité. Je parle de blessure pour faire référence à la notion de blessure narcissique qu'on trouve chez Freud. Vous savez bien qu'il existe que l'humanité a vécu 3 grandes blessures narcissiques, c'est-à-dire des blessures infligées à l'idée que l'homme se fait de lui-même. Avec Copernic, d'abord, l'homme n'est plus le centre de l'univers. Avec Darwin, l'homme n'est plus le centre de la création. Avec Freud, c'est Freud qui parle, avec Freud, c'est sa formule qu'on connaît, le moi n'est plus maître dans sa propre maison. Voilà les 3 blessures narcissiques. Eh bien, probablement, l'inquiétude devant le développement de l'intelligence artificielle est en partie de cet ordre-là, une forme de 4e blessure narcissique que l'humanité s'impose à elle-même, le sentiment d'être en partie dépouillée non plus seulement de la maîtrise de notre pensée consciente, ce qui était le cas de la 3e blessure narcissique, mais de notre exclusivité dans la pensée complexe elle-même. Alors, que faire? Et en particulier, qu'est-ce que ça signifie de dire, comme nous prétendons le penser ensemble ici, qu'il faut éduquer à un usage responsable ou un usage éthique de l'IA? La question n'est pas simplement que faire de l'intelligence artificielle, mais bien que faire de l'injonction à un usage éthique de l'intelligence artificielle. Eh bien, j'aimerais précisément, sur ce point, proposer 2 pistes critiques dans les quelques minutes qu'il me reste et dont je suis bien conscient de la limite. Pas de problème. Ma première remarque concerne la décorrélation qui est opérée entre la technique et l'éthique. On s'y habitue, c'est une décorrélation qui me semble, à vrai dire, périlleuse. Je crois qu'il faut se méfier de ce qu'on pourrait appeler une conception déséthicisée de la technique, ou, on va le dire plus simplement, je crois qu'il est bon de se méfier des discours qui font de l'objet technique un objet qui serait parfaitement neutre sur le plan éthique, même si c'est l'intuition première. Est-ce bien le cas? C'est une question importante chez les philosophes de la technique, c'est par exemple ce que dit Jacques Ellul, vous savez. Lorsqu'on s'interroge, ainsi que nous le faisons, sur la possibilité d'un usage éthique d'un objet technique, ça renvoie à un présupposé qui n'est pas anodin et qui consiste à dire que l'objet technique serait neutre en lui-même sur le plan éthique et que ce serait notre usage seulement qui pourrait être bon ou mauvais. Disons que cette éthique de l'usage se fonde sur l'idée qu'on pourrait bien ou mal utiliser un outil, une machine, ça c'est certain bien sûr, personne n'en doute,
Mais à ça, on associe 2 points. D'abord, que l'outil ou la machine n'a pas de valeur morale en elle-même. Et deuxièmement, que c'est l'utilisateur, vous et moi, qui a la charge éthique entière. C'est sur les épaules de l'utilisateur que ce poids porte. Or, au moins peut-on observer que ça ne va pas de soi. Premièrement, bien que nous soyons tentés souvent de le considérer comme un fétiche, qui viendrait d'on ne sait où, l'objet technique ne vient pas de nulle part. ChatGPT ne vient pas de nulle part. Il a nécessité des conditions de production qui ne sont pas neutres sur le plan éthique. Et il répond à une intention qui n'est pas neutre, elle non plus. Voilà pour le premier point. Et puis, deuxièmement, l'environnement technique que nous nous sommes construits contribue en partie à la détermination de nos repères éthiques contemporains. Pourquoi dire cela? Certainement pas pour dire que tout ça est très mauvais, mais plutôt pour remettre notre responsabilité éthique à sa juste place, car c'est très habile de dire « je construis, moi technicien, un objet neutre, et c'est vous qui vous occuperez de son usage éthique ou non éthique ». Voilà donc pour ma première remarque, l'éthique ne vient pas uniquement en second ou après coup, elle est présente dans la constitution de l'objet technique. Ma deuxième remarque sera aussi mon dernier point, et j'irai encore plus rapidement pour l'évoquer parce que je sens l'œil du modérateur posé sur moi et je veux conserver avec lui de bonnes relations. Ce sera donc une évocation seulement. Elle consiste à prendre au sérieux les remarques que Hans Jonas a développées à propos de ce qu'on pourrait appeler la temporalité de l'éthique. Dans une remarquable conférence de 72, dont l'énoncé du titre suffira à montrer son intérêt pour nous, je vous le donne, Technologie et responsabilité, : réflexion sur les nouvelles tâches de l'éthique, technologie et responsabilité, réflexion sur les nouvelles tâches de l'éthique. Dans cette conférence, donc, il a cette très belle formule, l'univers éthique est composé de contemporains. L'univers éthique est composé de contemporains. Ce qui l'occupe, c'est qu'en éthique, on procède souvent par réflexe ancien. On reproduit des habitudes éthiques. Or, comme il le dit, pour une grande partie, les leçons de l'expérience sont impuissantes. Et son travail de philosophe, a consisté à montrer qu'il fallait une éthique nouvelle pour un monde postmoderne. Le principe éthique qu'il construit, vous le savez peut-être, s'appelle le principe responsabilité. C'est son ouvrage de 79 qui a été très marquant. Je crois que si l'on veut réfléchir sérieusement à une éducation pour un usage éthique de l'intelligence artificielle, il peut être pertinent de nous rappeler la manière dont il dénonçait, lui, une dérive utopique qui participe à créer, selon lui, un besoin nouveau de sagesse. Oui, mais une sagesse d'un type nouveau et d'une ampleur nouvelle. Situation qui lui inspirait ce très beau constat que je vous livre pour finir en guise de phrase à méditer. Pour nous, nous avons le plus besoin de sagesse quand nous y croyons le moins. Nous avons le plus besoin de sagesse quand nous y croyons le moins. Voilà, je vous remercie. Après ces exposés, la parole est à vous. Donc, Éric Castelnau donc, a un micro qui va pouvoir faire circuler dans la salle. Mais je vais peut-être démarrer par une question au permanien qui nous arrive, pas le permanien, mais la question nous arrive des internautes. Vous avez dit, mon père, que vous n'êtes pas contre le fait que l'IA a une forme d'intelligence humaine, mais sans conscience. Pourtant, certains disent qu'il y a une conscience, car quelquefois, les IA répondent « je ne peux pas répondre à cette question » ou « je n'ai pas le droit d'y répondre ». Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? En fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas, les machines d'intelligence artificielle n'ont pas de conscience et ne comprennent pas ce qu'elles disent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Elles répondent par un calcul statistique. Donc, en ce sens-là, elles n'ont pas de conscience. Et ce que j'ai essayé de montrer à plusieurs reprises, c'est que les neuroscientifiques d'aujourd'hui nous disent que pour qu'il y ait une conscience qui ressemble à une conscience humaine, bien sûr, il faut qu'il y ait un corps. Il n'y a pas de corps sans conscience. Il n'y a pas de conscience sans corps, pardon.
Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose de très important. J'appelle souvent l'intelligence artificielle une intelligence sans corps, et qui est capable de simuler, et de simuler remarquablement bien d'ailleurs, qui est capable de produire des choses que nous n'avions nous-mêmes pas imaginées, mais sans émotion, sans raison et sans conscience. Voilà. Du moins, c'est cela aujourd'hui. Et la place du corps est ici essentielle en contrepartie pour l'intelligence de type humaine. Dans la salle également, il y a des questions, je n'en vois pas pour l'instant. Ah. Ou dans le chat, ah oui, pardon, oui, Françoise. Alors, tout le monde connaît Françoise, mais vous allez vous présenter quand même. J'ai fait partie plutôt du groupe de travail pour la dernière publication. Et le CCIC a été mon lieu de jeu depuis quelques belles années. Ce qui me frappe ce soir, ce qui me frappe là maintenant, c'est que finalement, notre bagage chrétien a quelques longueurs d'avance sur notre époque. Parce que c'est dans l'Ecclésiaste que l'on lit « Dieu a mis en l'homme l'idée d'éternité ». Or, l'éternité de ChatGPT ou des autres créations qui le suivront, elles dureront peut-être dans le temps, mais je crois que face à l'éternité, elles ne feront jamais le poids. Mais enfin, ça, c'est mon opinion. Et puis, il y a autre chose qui m'a frappée, c'est le fait que la création artistique soit finalement une des formes de création qui nous exprime le mieux les uns et les autres, et c'est pour cela qu'elle nous rejoint si bien les uns et les autres. Ça, c'est une petite opinion personnelle. Merci. Est-ce que vous pouvez réagir peut-être sur cette interrogation? Peut-être Christiane? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est le fond du propos. Il y a le vivant et il y a la machine. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Tourguenieff qui avait dit un jour, quand on lui parlait des progrès extraordinaires qui allaient changer le monde, il avait répondu « J'entends le mot progrès comme un symptôme comme on le dit d'une maladie. Il faut savoir effectivement à quoi correspond cette folie qui nous pousse à vouloir maîtriser la création et à vouloir plus Dieu que Dieu lui-même. Mais je crois que ça c'est une première, que l'art et la création et l'œuvre artistique, en étant éminemment des éléments vivants, répondent à cette impossibilité jusque-là de la science qui n'est pas arrivée à créer du vivant ex nihilo. Tout ce que crée l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la création, c'est une reformulation de ce que l'homme a déjà créé. Il faut simplement espérer que chaque individu s'en souviendra et n'abandonnera pas sa part créative, sa singularité au monde qui vient. Je vais simplement répéter cette phrase de Vladimir Jankélévitch que je trouve très très belle, que ce qu'elle concerne les créateurs ou pas, qui est celui qui a été et ne peut plus désormais celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été, ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu, et son viatique pour l'éternité. C'est pour répondre pour l'éternité. Et ensuite, à l'intelligence artificielle, il faut simplement répondre, est-elle capable de mettre en algorithme le mystère? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je sais pas, Louis Lourme ou d'autres? Ah, il y a aussi des questions. Oui, s'il vous plaît. Donc vous vous présentez et vous nous répondez brièvement. Allez-y. Catherine de Verdière. J'utilise ma retraite pour faire de l'accompagnement scolaire le soir auprès de petits-enfants. Ma question, justement, vise l'éducation. Parce que ce qui a été dit dans cette conférence, où on met en avant le corps et le dialogue, ça revient en permanence dans les propos des intervenants. Or, l'éducation nationale de notre pays aujourd'hui, malheureusement, ne met pas en œuvre le corps et le dialogue dans son système pédagogique. Les enfants doivent être assis, ne pas bouger, ne pas dialoguer et accepter qu'un professeur leur livre ce qu'ils doivent savoir.
Je me pose la question de savoir si l'UNESCO peut avoir un peu d'influence sur le système éducatif français. Ça, c'est peut-être lui prêter beaucoup d'ambition, mais normalement, effectivement, l'UNESCO a une vocation universelle, donc elle peut inspirer, peut-être. Est-ce que parmi les éducateurs, les enseignants, je ne sais pas, Louis Lourme, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette exigence d'éducation? Sur le statut du corps dans le système éducatif, écoutez, je vous fais une réponse... je partage pas votre impression, c'est-à-dire que je crois pas que le corps soit mis au rebut par l'éducation nationale. Je crois en plus que un corps qui ne bouge pas et un esprit qui ne dialogue pas avec le prof en permanence, ben on l'a tous connu nous, et ça nous a pas empêché de mesurer entre nous, dans la construction des personnes qu'on est devenues, l'importance du corps et des interactions. Donc je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui repose encore sur les épaules de l'école, et je suis même pas sûr que on puisse vraiment reprocher à l'école d'aujourd'hui de ne pas prendre en compte le corps de l'enfant. Voilà, je crois vraiment que c'est une préoccupation nouvelle et quelque chose qui émerge par rapport à ce qu'on a connu, il me semble. Hein. Voilà, mais c'est de mon point de vue. Merci beaucoup. Il y avait une question derrière. Je voudrais m'adresser au dernier intervenant parce que vous avez beaucoup éveillé ma curiosité en disant que vous utilisiez énormément, souvent, l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Parce que, voilà, je suis très interrogative. Avec plaisir. J'ai fait exprès de commencer par là pour aiguiser la curiosité. Stratégie rhétorique. Mais vraiment, je l'utilise énormément dans des situations très différentes et avec en ayant, je crois, un peu conscience des limites qui sont associées, ça va de soi. Puisque vous demandez des exemples, je vous donne 2-3 exemples très concrets. Dans la dernière version pro de ChatGPT, par exemple, vous pouvez contraindre GPT à travailler sur un corpus que vous lui donnez. Vous ouvrez une porte de bibliothèque, vous mettez les documents que vous voulez, vous refermez, et ensuite, quand vous échangez avec lui, il s'appuie sur les textes que vous lui avez donnés. Je vous donne un exemple, j'en ai fait plus. Ça s'appelle des GPT. Vous créez un corpus et vous l'obligez à réfléchir dessus pour vous répondre. Je vous donne des exemples de GPT que j'ai créés. Ça dira quelque chose de mes lubies personnelles. Je les ai rendus publics pour certains, d'autres non. Bon. Je suis par exemple allé prendre tous les documents conciliaires de Vatican II. On a les passe-temps qu'on peut. Je les ai mis, j'ai refermé, j'ai appelé ça GPT Vatican II. Et si je lui dis, fais-moi un lexique des 20 termes clés de Vatican II, il me produit un lexique de 20 termes clés de Vatican II. Ça veut pas dire que je le prends pour argent comptant, ça veut pas dire que je hiérarchise pas comme je veux, ou que... Enfin, c'est remarquable. Ou je vous donne d'autres exemples sur la doctrine sociale de l'Église. Je suis allé sur le site du Vatican, j'ai pris toutes les encycliques, c'est pénible cet écho. Je suis allé sur le site du Vatican, j'ai pris les différentes encycliques qui composent le corpus classique de la doctrine sociale de l'Église. Je les ai mis sous PDF, je les ai donnés à... Et on peut le prendre dans les langues qu'on veut, hein, bien sûr, puisque lui, il s'en fiche. Je les ai mis dans un GPT que j'ai refermé, et je peux lui dire, explique-moi, je sais pas, la notion de bien commun, comment tu structurerais une réflexion sur la bien commun à partir de ces documents-là. Je vous dis un autre exemple, je l'ai fait aussi pour la pédagogie ignatienne. J'ai pris tous les textes de notre tradition pédagogique depuis 60 ans à peu près, les grands textes des supérieurs généraux, les textes produits par les responsables de la formation. Je les ai mis dans un GPT, j'ai refermé, les résultats sont bluffants. Si je lui dis, explique-moi, prépare-moi une séance de 20 minutes pour expliquer à un élève de CM2 ce que c'est que la cura personalis, en sachant que cet enfant n'a pas de culture chrétienne.
tu pars d'un exemple, tu mets quelques blagues, mais je veux qu'on arrive à quelque chose de sérieux. Si je lui dis ça, écoutez, il me fait un travail qui est très bon, je le prendrai pas tel quel. Enfin, vous savez, l'exemple dont il part, et les textes que je lui ai donnés, je les connais, hein. L'exemple n'est pas dedans. L'exemple dont il part, il dit, tu sais, chez tes parents, il y a plusieurs plantes vertes. Il y en a qui ont besoin d'eau et moins de soleil, d'autres qui peuvent pas être à la lumière directe, etc. Si tu donnes à toutes les plantes la même quantité d'eau et de soleil, il y en a qui vont périr. La cura personalis, c'est un peu ça. C'est l'idée que écoutez, c'est remarquable comme image. Je dis pas, c'est remarquable. Donc, c'est une aide, à la réflexion. En gros, c'est une bonne synthèse, ça permet une bonne capacité de synthèse. Je sais qu'il faut que j'aille vite, mais je vois un intérêt à ça. C'est que moi, si je lis les textes de la doctrine sociale de l'Église, quand je lis Rerum Novarum, moi, évidemment, j'ai un biais. Je le lis en sachant ce que ça représente. Et je lirai pas tous les textes de la même manière. C'est ce qui fait l'intérêt de ma propre lecture. C'est que je la lis en étant chargé de ce que je suis. On peut considérer que ça a un intérêt aussi, que ça puisse être lu par un autre biais, un biais qui n'a pas de biais, pour qui toutes les encycliques se valent. Je dis pas que c'est mieux. Je dis en tout cas que si je lui demande de me faire, comme je lui ai demandé, parce que, encore une fois, vous allez croire que j'ai du temps à perdre, mais je lui demande de me faire fais-moi un trivial poursuite sur la doctrine sociale de l'Église. Et oui, écoutez, hein, bon. Il est nul mon exemple, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Il me le fait lui en partant d'une lecture de suite de 0 et de 1 où tout est à niveau. C'est pas mieux, mais ça apporte quelque chose. Je vois deux dernières remarques. La première, c'est l'intérêt des langues. C'est tout bête, mais sur la pédagogie ignatienne, j'ai pu lui donner des textes polonais, des textes allemands. Je lis assez mal le polonais, si vous voulez. Donc, c'est pour moi un intérêt de pouvoir le nourrir de toutes ces langues et que son travail, à lui, dépasse cette limite-là. Je dis pas qu'il n'y a pas un intérêt à rencontrer la langue de l'autre, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça a aussi un intérêt de pouvoir l'utiliser comme ça. Et puis il y a autre chose, c'est toujours du calculatoire, hein. Moi je le prends comme une calculette, si vous voulez. Les réactions des collègues en salle des profs effarés en se disant que le monde s'effondrait, etc., je dois avouer que c'est une langue que j'entends mal, quoi. Il viendrait pas à l'idée d'un prof de physique ou de maths de se dire bon, je sais que tu as la calculette, mais fais-le sans calculette. Voilà. Ça change juste notre rapport à la pensée. En tout cas, on pourrait en débattre. Mais j'ajoute un point. C'est une puissance calculatoire quand même. Si je dois faire si je dois passer une convention entre mon établissement et un autre établissement, ce qui m'est arrivé il y a 9 mois, quand j'étais chef d'établissement à Bordeaux. Je lui dis, voilà, je suis tel établissement. Je veux passer une convention avec tel établissement. Voilà nos caractéristiques, voilà les leurs, voilà ce sur quoi je voudrais que ça porte. Est-ce que tu pourrais me faire un modèle de convention? Il me fait un modèle de convention, vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui savent le faire, ça. Oui. Bon, il me l'a fait en 15 secondes, on l'a fait regarder par nos avocats, c'est fait. Voilà, je veux dire, c'est quand même aussi un peu formidable, c'est ça que je veux dire. Et de la même façon, j'étais en train de passer une autre convention que je lui ai donnée, en lui disant, moi dans cette convention, je suis tel établissement. Quel problème tu vois pour ma structure? Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas donné à ma DRH, que je ne l'ai pas donné à mon directeur des affaires financières et à mon avocat. Mais c'est quand même assez amusant, assez stimulant d'avoir ce type d'aide. Mais ça n'est qu'une aide. Pour tous les exemples que je donne, ça n'est qu'une aide. J'ai une seconde ou pas? Je veux pas. Oui, j'ai une seconde. De toute façon, je suis le recteur. Non, je rigole. Mais tout de même, il y a quelque chose qui vous dira aussi la manière dont je l'entends. J'ai fait un GPT personnel, privé. Tous ceux dont je vous ai parlé, ils sont publics, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles. Je travaille à Abidjan, je travaille sur la doctrine sociale de l'Église. Si je vais dans GPT, je peux trouver le GPT qui s'appelle Doctrine sociale de l'Église, dans lequel il y a la liste de tous les textes que j'ai intégrés, pour que ça soit transparent. Je l'ai fait aussi en termes privés, pour mes propres travaux. J'ai pris ma thèse, tous mes articles, mes bouquins, je les ai mis dans un endroit, voilà, j'ai refermé, j'ai appelé ça recherche personnelle,
Et ça fait que, si vous voulez, un article que j'ai écrit il y a 15 ans sur la frontière d'un point de vue cosmopolitique, je l'ai pas parfaitement présent à l'esprit tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas un bénéfice à ne pas l'avoir présent à l'esprit tout le temps, hein. C'est ce que dit Nietzsche notamment. Il y a des vertus de l'oubli. On est des êtres humains parce qu'on est capable d'oublier. Donc voilà. Ok, bien sûr, ça je le perds pas de vue. Mais ça a quand même un intérêt de pouvoir, par exemple, ce GPT de recherche personnelle, lui dire attends, fais-moi un point sur la notion de Parlement mondial. Est-ce que tu peux me faire un point à partir de ces travaux? Je dis, tu me gardes les 3 idées clés de mes travaux, il me les sort, bon ben, c'est une sorte de réactivation. C'est un aide-mémoire, c'est pas de la pensée. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais quand même, c'est un sacré aide-mémoire. Voilà, pour une réponse complète. Merci bien. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est très riche et très pratique, c'est est-ce que d'autres personnes de la table ronde, en ligne ou pas, ont des remarques? Monique peut-être? Monique? Vous avez dû vous rendre compte tout à l'heure que j'étais donc tout à fait d'accord avec Ellul, et d'ailleurs avec Paul Ricoeur également, pour dire que c'était l'usage qui était la chose la plus importante par rapport à l'objet qui était devant nous. Alors il y a une chose que vous comprendrez très bien, j'ai un piano devant moi. Si celui qui est derrière le piano est un artiste accompli, vous aurez du Schubert, du Chopin, ça sera magnifique. Si vous avez un enfant de 3-4 ans, ou même si vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout de technique ou pas de créativité, vous n'aurez pas de résultat du piano. Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure, et dans quelle mesure est-ce que vous pensez que c'est totalement différent quand vous êtes en présence des nouvelles technologies d'autrefois, qu'à ce moment-là, ce n'est plus l'usage ou la manière d'utiliser ou la neutralité ou pas la neutralité de la personne qui est derrière l'objet en question, qu'il faudrait une éthique nouvelle devant un objet nouveau. Très bien. Alors je suis allé vite parce que j'avais conscience du temps et je pense que je suis allé trop vite parce que c'est pas exactement ce que je voulais dire. Donc c'est très bien que vous me donniez l'occasion de le repréciser. Ellul, il dirait pas exactement ça. Il dit pas tout à fait que le marteau est neutre et que je peux m'en servir pour construire des maisons pour les sans-abri ou pour attaquer quelqu'un. Il dirait pas ça. Il dirait non, bien sûr. Il dit que si je suis moi, si je fais très attention, si j'ai de la mémoire ou si j'ai de la conscience ou si je suis quelqu'un qui sait faire le choix entre le bien et le mal, j'utiliserai le marteau de telle ou telle manière. Oui, mais ça va de soi. Et je ne suis pas en train de dire que sortons nos marteaux et attaquons les... Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ellul, il rajoute juste quelque chose, et c'est ce que je voulais souligner dans mon usage d'Ellul. Il dit, bien sûr, qu'il y a un usage éthique ou non, et que notre travail d'humain, c'est de réfléchir à quel sera le meilleur usage qu'on peut faire de ces outils techniques. Mais il dit, il y a un système technicien. C'est-à-dire qu'il y a une manière de développer la technique qui évacue progressivement la question même de l'éthique. Il y a une manière de développer la technique, la question du comment, qui évacue progressivement de notre environnement la question du pourquoi. C'est pas que le marteau en lui-même serait bien ou mal, c'est juste qu'on se construit un système, nous, un environnement, ben regardez, de plus en plus dépendant du comment. C'est plutôt une façon de dire qu'on a de plus en plus besoin de la question du pourquoi. Mais c'est pas qu'une affaire entre l'objet et moi. C'est ça que je veux dire. Elle se pose entre l'objet et moi. Quel usage je vais faire de cet objet technique? Mais elle se pose aussi plus largement la question éthique, et il ne faudrait pas croire que ça repose que sur les épaules de l'utilisateur. Voilà, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième. J'ai réussi à être concis dans mon topo, moins dans les réponses, hein, je le constate. Le deuxième point, cette éthique nouvelle dont parle Hans Jonas, c'est une éthique qui correspond pour lui à un moment nouveau de notre rapport à la planète. C'est un moment où le développement si on voulait faire la suite d'Ellul, si vous voulez, le développement technique est tel qui met en péril l'avenir. Et donc, on ne peut plus réfléchir à cet état de fait armé des seuls outils éthiques qui nous précèdent. C'est pour ça qu'il produit le principe responsabilité. Le principe responsabilité, formulation très simple, c'est ça date de 79, donc on l'a complètement intégré maintenant. Hein. C'est, en gros, si on veut faire une formulation à la Kant, agit de sorte que
ton action actuelle soit compatible avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. Voilà. Principe précaution, aujourd'hui, on dirait. Hein. Voilà. Donc, pardon, oui, excusez-moi. Ah, il y a une question là-bas. Et après, donc, ce sera la dernière question. Hein. Il y a une question des internautes après. Ah, d'accord. Voilà. Alors, une deuxième question d'internaute. D'abord, ici, la question, c'est Guylaine. Et on essaye de répondre le plus rapidement possible. Ok. Ce n'est adressé à personne, bien entendu, parce que c'est passionnant. Allez-y, allez-y. Voilà, je suis Guylaine de Coulombe, consultant au CCIC. Ma question s'adresse probablement à tout le monde, car elle touche la conscience. Ne croyez-vous pas, dans un premier temps, d'abord savoir où se niche la conscience, qu'est-ce que la conscience? Ne croyez-vous pas que la conscience doit d'abord être chez le créateur, le concepteur et celui qui a l'usage de ces machines? Mais pourquoi poser la question de la conscience de la machine? Qu'est-ce que la conscience? Où se niche la conscience? Elle est humaine, elle se niche, elle est spécifiquement humaine. Je réponds simplement que lorsque on s'adresse justement à une machine et dans une forme de dialogue avec une machine, il est évident que très rapidement on est bluffé par les machines d'aujourd'hui qui, comme cela vient d'être indiqué plusieurs fois, sont particulièrement pertinentes. Alors quand on sait comment marche la machine, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la machine n'a pas de corps, et en tout cas pour avoir une conscience humaine, il faut un corps déjà, et puis beaucoup d'interactions entre les émotions et les raisons. Et la raison, eh bien, en effet, il n'y a pas de conscience, mais on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'une machine nous répond de manière extrêmement futée, de se dire, mais y a-t-il une conscience? Et c'est le vieux test finalement de Turing. Hein. Il n'y a pas, on ne fait plus la différence entre un homme et une machine. Alors, c'est toujours une projection, hein, mais par exemple, jadis, lorsque vous entendiez la réponse d'un avatar, vous disiez c'est pas une voix humaine, donc ce n'est pas un humain, donc la question de la conscience se posait pas de cette façon-là en tout cas. Aujourd'hui, il est très difficile de faire la différence entre les voix humaines et voilà, c'est cette difficulté de faire la différence entre un homme et une machine qui peut introduire la question de la conscience, mais justement, c'est là que les sciences du vivant sont particulièrement intéressantes. Elles nous montrent qu'il n'y a pas de conscience sans corps et là, pour le coup, la machine d'intelligence artificielle reste aujourd'hui du silicium en tout cas. D'abord, vous avez donc des livres à l'accueil, hein, donc je vous ai présenté quelques-uns. Il y en a un autre aussi d'un auteur de la 3e table ronde. Donc, bien entendu, on compte sur vous pour la 3e table ronde. Donc, de Didier Roy et Pierre-Yves Oudéhière. C'est pas moi, c'est l'IA. Pour apprivoiser l'intelligence artificielle et en faire ton allié. Donc, vous pouvez trouver ce livre également, mais malheureusement, l'auteur n'est pas là. Alors, pour les autres, lorsque l'auteur est là, bien entendu, pour avoir quelques dédicaces, je pense. Il y a aussi un cocktail donc, qui est organisé à la sortie. Et je vous rappelle donc la prochaine table ronde, le 3 décembre, à la même heure, dans un autre lieu aux apprentis d'Auteuil. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous d'être présents. Merci beaucoup aux orateurs.